À peine s'était-il présenté devant les douves que le pont-levis s'était abaissé. Perceval l'avait franchi, Pélès dans ses bras. Dans la cour, des varlets les avaient accueillis, soulevant le roi et le déposant dans une litière. D'autres domestiques avaient couvert le jeune homme d'un manteau d'écarlate semblable à celui que revêtait Pélès. Ensuite, ils l'avaient conduit dans l'une des tourelles, amené jusqu'à une chambre où un bain d'eau fumante l'attendait. On l'avait déshabillé, il se laissait faire, et un varlet l'avait enveloppé dans un drap de lin blanc avant qu'il entre dans le bain, s'y assoie, et soudain, apaisé par l'eau très chaude, s'y abandonne au simple plaisir du repos. « Bonjour, chevalier. » Perceval ouvrit les yeux. Les varlets avaient tous quitté la chambre. Une jeune femme venait d'y entrer, tenant par l'épaule un garçon d'une dizaine d'années, d'une beauté farouche et simple, d'une allure de prince. Dans un geste réflexe, Perceval vérifia que le drap de lin couvrait bien sa nudité. « Madame, je suis Hélène, la fille du roi Pélès, et voici mon fils Galahad. Nous sommes venus saluer l'hôte de mon père. » Très bien, merci, je vous salue également. Hélène fit signe à son fils de s'éloigner vers la fenêtre. Il lui obéit, s'assit sur le banc de pierre de l'embrasure, gardant les yeux, des yeux d'un bleu profond et calme, sur le jeune chevalier assis dans son bain. « Savez-vous, commença Hélène, que mon père choisit ses hôtes avec tant de discernement que vous êtes le deuxième seulement que j'ai vu entrer ici ?» J'apprécie cet honneur, croyez-le. Hélène prit un siège et s'y assit, tout près du bain de Perceval. Il était très mal à l'aise. Cette jeune femme était belle, sans qu'il pût lui donner un âge, et surtout elle le dévisageait d'une façon intimidante. Mais que lui voulait-elle ? « Combien d'exploits avez-vous accomplis ces dernières semaines ?» demanda-t-elle tout à coup. D'exploits ? Vous avez montré, j'en suis sûre, une prouesse hors du commun. Était-ce le fait qu'il était presque nu dans un bain ? Était-ce le ton inattendu, vaguement menaçant qu'employait cet inconnu pour lui parler ? Perceval se sentait beaucoup moins vaniteux qu'à l'accoutumée. « J'ai vaincu un chevalier vermeil, dit-il, je lui ai pris ses armes. »« Bravo, mais encore. J'ai affronté Aguingueron, un géant au service de Mordré. Vous avez entendu parler de Mordré ? Pas de question stupide, chevalier. Oui, tout le monde sait qui est Mordré. » Elle pencha soudain le visage vers lui. Ses yeux brillaient d'une flamme étrange. Mordré a une mère, Morgane, qui est capable de tout. Il paraît capable, par exemple, de prendre n'importe quelle apparence humaine ou animale. Ah bon ? Capable donc de donner à son fils, à Mordré, n'importe quelle apparence, n'importe quelle identité. Il voulut lui répliquer que dans ce cas, c'était peut-être pourquoi il avait tant de mal à retrouver ce Mordré. Il n'en eut pas l'occasion. Hélène approcha encore son visage du sien. Elle le touchait et murmura : « Que tu sois Mordré ou pas, écoute-moi bien. Le Graal n'est pas pour toi. Tu ne seras jamais l'élu. » De quoi parlez-vous ? Lancelot aurait dû l'être. Il a échoué par la faute de Guenièvre. S'il m'avait aimé... Elle se mit subitement debout. Elle semblait très déterminée, presque en colère. Perceval n'y comprenait rien. C'est une folle, pensait-il. Le Graal et le monde ne t'appartiendront pas, Perceval. Mordré ou qui que tu sois. J'ignore jusqu'où ira l'aveuglement de mon père, mais crois-moi, tu me trouveras toujours en travers de ta route. Je peux vous assurer, madame. Regarde, l'interrompit-elle en lui désignant le jeune garçon qui, sagement, assis dans l'embrasure de la fenêtre, posait sur eux ses yeux si clairs et si calmes qu'il semblait d'un ange. Regarde, mon fils, il n'a plus que quelques années à grandir, et le Graal et le monde seront à lui. Elle recula, appela d'un signe le jeune Galahad, qui la rejoignit. Elle lui posa la main sur la nuque et, avant de quitter la chambre avec lui, elle ajouta : « S'il le faut, je te tuerai de mes propres mains. » Après quoi, entraînant son fils, elle sortit.
Le dîner ce soir-là se déroula comme aucun dîner dont Perceval avait jamais été le convive. D'abord, quand les varlets réapparurent pour le sortir du bain, le sécher, l'oindre et l'habiller, il ne cessa de se repasser en esprit la visite d'Hélan. Ce qui ne lui servit à rien, il ne pouvait comprendre de quoi elle lui avait parlé. C'est donc avec un certain malaise qu'il s'était laissé conduire dans la salle du château. On lui avait fait entrer dans une pièce plus vaste qu'il n'aurait pu en imaginer. Une cheminée gigantesque, un plafond si haut que la lueur des torches et des chandelles, pourtant allumées par centaines, ne l'atteignait pas. Et au centre d'une salle 10 fois plus spacieuse que la grande salle de Camelot, le vieux roi Pelès l'attendait, étendu sur un lit carré. Ni chevalier, ni demoiselle, ni varlet, ni domestique. Le vide. Juste le roi Pelès, infirme, allongé sur des coussins d'écarlate, et lui-même traversant ce désert de dalles grises jusqu'au vieil homme. « Assieds-toi, chevalier, » lui dit Pelès en tapotant le lit. Perceval jeta un coup d'œil autour de lui. Rien. Il n'y avait rien dans cet énorme espace, que le roi infirme, son lit et lui. Il éprouva un vague vertige, mais il obéit. Il alla s'installer au bord du lit. « Mon ami, continua Pelès, reprenons la conversation où nous l'avons laissée. D'où venais-tu aujourd'hui ? » D'une citadelle tenue par une demoiselle, Blancheflore, et qu'assiégeaient les troupes de Mordred. « Ah, beau repère, je connais. Et qu'allais-tu faire là-bas ? Je passais. » Pelès eut un rire amical. « D'accord, et passant, qu'as-tu fait ? » « Oh, ce qu'aurait fait tout chevalier à ma place. J'ai affronté en jugement le lieutenant de Mordred. À Guingueron, on prétend qu'il est gigantesque et imbattable. Je l'ai pourtant battu. » Pelès rit encore, avec une satisfaction dont Perceval ne comprenait pas la cause. « Vous semblez heureux de cette nouvelle, sire. À Guingueron et Mordred sont-ils vos ennemis ? » ?»« Je n'ai pas d'ennemis, ou disons, j'en ai plus. »« Vous avez de la chance. »« Non, c'est simplement que je ne suis plus de ce monde. » »« Ah ?» Il vint à Perceval sur le bout de sa langue une question qui l'ennuyait depuis son bain. « Et qui est cette Hélan qui s'est présentée à moi comme votre fille m'a parlé sans que je comprenne un mot de ses attentions ?» Il la retint, cette question. Tenir sa langue, toujours tenir sa langue, ne jamais parler de soi. Perceval chercha une réplique anodine, une simple politesse, et trouva ceci. « Blessé comme vous l'êtes, sire, vous devriez éviter d'aller pêcher seul dans une barque. » « Je l'évite, mon ami, je l'évite, ne t'en fais pas, sauf lorsqu'il s'agit de rencontrer un jeune chevalier comme toi. » Avant que Perceval ait pu répondre, le roi claqua 4 fois dans ses mains. Aussitôt, une porte au fond de la salle s'ouvrit. Un varlet apparut. Il portait une longue lance blanche. Il se dirigea vers le lit où Pelès était allongé. Perceval assis. Le jeune homme se demanda ce que la chose signifiait. Et se le demanda d'autant plus que, le varlet et la lance s'approchant, il constata ce curieux phénomène. La pointe de l'arme saignait. Un sang d'un rouge frais, comme tiré d'une blessure faite à l'instant. Et ce sang s'écoulait, goutte à goutte, le long de la hampe. Le varlet qui la portait passa devant le lit, assez près, pour que Perceval s'aperçût qu'il ne s'était pas trompé. Ce sang sourdait sans cesse de la pointe de la lance. Il ouvrit la bouche, voulut demander quel était ce prodige, se tut. Non, il ne devait poser aucune question indiscrète. Comme Gauvin le lui avait appris, être chevalier, c'est aussi savoir se taire à bon escient. Tu ne dois jamais montrer quoi que ce soit qui te surprend. Bon élève, Perceval feignit de n'être pas surpris. Il n'était pourtant pas au bout de ses étonnements. Alors que le varlet à la lance disparaissait par une petite porte à l'autre extrémité de la salle, 2 nouveaux varlets entrèrent, chacun un candélabre à la main. La lumière des chandelles était étonnante. 10, elles brillaient comme 1000. Ébloui, Perceval mit ses doigts devant ses yeux. Il sentit la main du roi, Pelès, lui saisir le poignet. Il regarda. Suivant les 2 varlets au candélabre, une jeune femme entrait à son tour. Sur ses 2 mains, elle apportait un large plat, qu'on nomme Graal, incrusté d'or et serti de pierres précieuses.
Perceval reconnut aussitôt la jeune femme. C'était Hélène, celle qui s'était présentée comme la fille du roi et accompagnée de son fils. Il lui avait tenu de si étranges et menaçants propos tout à l'heure. L'incroyable éclat de lumière, dont on ne savait s'il provenait des candélabres ou bien de l'or du Graal lui-même, impressionna tant Perceval que cette fois il oublia les conseils de Gauvin et s'apprêta à poser une question. Il allait la formuler quand il vit, au fond de la salle, le fils d'Hélène. Ce garçon au regard si clair, si lumineux, si intense que cela lui parut un autre prodige, auprès duquel l'éclat des candélabres et celui du Graal n'étaient rien. Il baissa les yeux. Il laissa défiler devant lui les varlets et Hélène, les candélabres et le plat d'or sertis de pierres précieuses. Il ne les releva que lorsqu'ils franchirent l'autre porte, au fond de la salle, par laquelle avait aussi disparu la lance qui saignait. Le roi Pelès l'agrippa par le poignet. « Que t'arrive-t-il? Pourquoi ne dis-tu rien ?» Les doigts de Pelès l'enserraient si fort qu'il eut mal, mais il ne chercha pas à se dégager, ni à répondre. D'ailleurs, il en était incapable. Comme s'il n'avait jamais su prononcer un mot. « Regarde » grogna Pelès. « Regarde encore !» Et le varlet à la lance, puis ceux en candélabre, puis Hélène et son plat d'or, revinrent dans la salle. Ils parcoururent lentement, solennellement le même chemin qu'à l'aller. Un chemin qui les faisait passer près du lit où Perceval était assis, le poignet douloureux sous les doigts serrés de Pelès. « Regarde !» Perceval regarda, et regardant, il fut assailli par deux questions. Il crut deviner qu'il devait les poser absolument, mais il eut beau bouger les lèvres, elles ne sortirent pas. Il était muet, paralysé. Il ne voyait vraiment que les yeux bleus, angéliques et fixes du garçon nommé Galahad. Et quand il parvint à en détourner le regard, ce fut pour rencontrer celui d'Hélène. Il lui sembla que sa bouche s'était transformée en morceaux de bois, sa langue en cailloux. D'autres questions, deux questions simples mais essentielles tournaient dans sa tête. Il ne les poserait pas. Le cortège des varlets et de la jeune femme s'engouffra par la porte d'où il était d'abord sorti. Les doigts de Pelès lâchèrent le poignet de Perceval. Le roi hurla « Assez ! Qu'on me délivre! Par le sang du Christ, j'en ai assez !» Après quoi, l'air tourbillonna autour de Perceval, et il sentit que le tourbillon ravissait son esprit. Il murmura « J'ai deux questions. » Il était trop tard. Il s'évanouit. Il s'éveilla à l'aube. De l'eau glacée lui mouillait les joues. Il grogna, ouvrit les yeux, se protégea instinctivement le visage. Au-dessus de lui, dans une luminescence de ciel d'hiver, il y avait de gros nuages gris et lourds, d'où tombait une averse de neige. Autour de lui, les murs en ruine de ce qui avait dû être une très vaste tour. Il était allongé sur un matelas de paille pourri, au milieu de dalles à demi décelées, entre lesquelles poussaient de mauvaises herbes. Perceval se leva péniblement. Il avait mal aux reins. Il avait froid. La neige était de plus en plus dense. Elle recouvrait très vite le dallage de la salle en ruine. Tout devenait blanc. Comme mon esprit, songea Perceval, qui n'avait plus qu'une image en tête comme d'un rêve, une lance saignant goutte à goutte au-dessus d'un plat d'or et de pierres précieuses. Et ce cri « Assez !» Un homme, vieux à barbe grise, une jeune femme aussi, un garçon, leur regard. « Deux questions, murmura-t-il en titubant dans la neige. Deux questions. Il se rappelait qu'il aurait dû poser deux questions. Lesquelles ? Au pied du lit effondré, il trouva, à demi recouvert de neige, un manteau d'hermine et d'écarlate. Il s'en enveloppa. Il faisait de plus en plus froid. Il avait faim, soif, il était épuisé comme s'il n'avait pas dormi. Il sortit des ruines. Devant lui, dans une lumière très pâle, tout était blanc. Ma mère. Il s'enroula chaudement dans l'hermine et l'écarlate. Sa mère.
C'était elle qu'il devait retrouver, avant qu'elle meure. Il se pencha, prit de la neige dans ses mains et s'en frotta vigoureusement le visage. Cela finit de le réveiller.